Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Théophile, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Salut Alexandra, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là et ça va. J'ai un week-end un petit peu agité parce que je suis allé à Disney avec mon bébé qui est tout petit et je suis fatigué. C'était intense. J'ai fait 3 jours là, c'est beaucoup trop. Je recommande pas, voilà, ne faites pas ça. C'était très très bien, mais je ne peux plus. C'est Ça, vraiment, je c'est vais pas arrêter de sacrément marcher. courageux. Ouais, ouais, je crois que c'est équivalent de courir 2-3 marathons. A priori, tu vois, c'est mon estimation là à ce stade. Mais sinon, ça va très bien, écoute. Ouais. Ça va très très bien. Et toi, j'espère que ça va également. Bah moi aussi, là, moi je reviens de fêter les 95 ans de ma grand-mère, tu vois, donc c'est Joyeux anniversaire à elle. un sacré week-end. Magnifique. C'est un Ah, bel âge. C'est ouais. vrai. Théophile Laroussini, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un peu le king du coaching, tu maîtrises à fond le coaching. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur qui tu es? Ouais, bien sûr, je réfute l'appellation King du coaching. Je sais, Alexandra qui m'appelle comme ça, c'est pas moi. Qui je suis du coup. Moi j'ai 32 ans. Je suis papa depuis pas longtemps également. Voilà. Donc, c'est un peu le plus important dans ma vie là en ce moment évidemment, donc je me détermine comme ça avant autre chose. Et pour ce qui nous intéresse, du coup, je suis CEO d'une école de coaching qui s'appelle Link Up Coaching, qui existe depuis longtemps, depuis 2007. Mais moi, j'y étais pas en 2007 évidemment, j'étais pas majeur d'ailleurs, j'avais pas encore mon bac en 2007 et j'ai rejoint la boîte en 2016 et j'en ai pris la direction en 2021. Voilà. Sur Link Up. Et également, là, on a lancé quelque chose de nouveau dont je suis également du coup CEO par affiliation. Du coup, c'est un SaaS de développement d'activités, d'accompagnement client et de développement des compétences pour les coachs professionnels qui s'appelle Link Up Pilot. Voilà, pour ce que je fais en ce moment et qui je suis. Et comment t'es tombé dans le coaching, du coup? Écoute, c'est une excellente question. Donc, comment je suis tombé dans le coaching? Donc, en fait, moi, j'ai surtout un background de chercheur. Je fais beaucoup de la recherche pendant longtemps. Et quand je suis arrivé à Link Up, donc en 2016, j'y suis arrivé en stage, tu vois, en stage d'été, parce que je faisais un master enfin, j'étais en études de sociologie, en fait, et j'allais entrer en master de sociologie, et je faisais vraiment master recherche. Moi, je voulais être chercheur, en fait, au départ, et faire de la recherche en sociologie, tu vois, voilà. Et donc, je suis entré en stage à Link Up pour pour structurer le département R&D. Donc, je faisais des fiches de lecture d'ouvrages de sociologie, de philosophie et tout, tu vois, qui peuvent intéresser le coaching, parce que pour ceux qui connaissent pas forcément le coaching ou qui s'interrogent sur le coaching, c'est une discipline qui fait partie des sciences humaines et sociales, et c'est une discipline d'accompagnement comme la psychologie et d'autres, ou le management d'ailleurs, et qui a donc des fondements scientifiques, et c'est le même corpus conceptuel et théorique que la psychologie en gros, hein, ou que la sociologie des organisations. T'as à peu près les mêmes choses, même s'il y a un corpus vraiment spécifique coaching qui s'est développé, surtout dans le monde anglo-saxon, depuis quelques années. Donc, il y a plein d'articles hyper intéressants. N'hésitez pas à vous renseigner, évidemment. Et du coup, voilà, je faisais vraiment ça, tu vois, le lien entre corpus théorique, conceptuel et le coaching. Et petit à petit, j'ai un peu structuré cette activité là-bas. Et en fait, j'ai été embauché après le stage en proposant, tu vois, de vraiment structurer le département R&D. Et donc, on a créé notamment une revue qui s'appelle la Revue européenne de coaching, qui existe encore aujourd'hui. Je la gère plus maintenant, c'est Diego, qui est le responsable R&D chez Link aujourd'hui, qui la gère. Et mon objectif, c'était de donner accès au coach, en fait, dans un premier temps, tu vois, c'est vraiment ce que je voulais faire, à ce corpus conceptuel et théorique, parce que c'est important dans le cadre du développement d'une pratique, tu vois, réfléchie et efficace, et également dans des aspects plus marketing, mais j'y reviens dans 2 secondes, de connaître enfin, de comprendre pourquoi le coaching marche, en fait, parce que ça marche, enfin, le coaching en l'occurrence, tu vois, hein, du coaching, c'est un impact positif sur certains éléments, notamment le leadership, par exemple, si tu accompagnes des leaders, c'est plus efficace de faire du coaching que de ne pas en faire, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui le montrent, et beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Et donc, c'était important pour moi de faire ça, de donner accès à cette connaissance qui n'est pas forcément facile d'accès parce que la science, tu vois,
il faut savoir lire déjà des références scientifiques, tu vois, c'est pas évident. Et donc, l'idée, c'était de vulgariser tout ça, de le rendre accessible pour que tu puisses, toi, en tant que coach, tu vois, le mobiliser au quotidien et que ça facilite ton activité. Et par ailleurs, que ça facilite aussi, bah, comme je le disais, tu vois, tous les aspects marketing et répondre à des objections que tu peux avoir en coaching. Et tout ce travail, bah, ça aboutit notamment il n'y a pas longtemps à un livre blanc qu'on a sorti qui s'appelait Répondre aux critiques du coaching, je crois. Je sais plus le nom exact. Et où on reprenait, tu vois, les grandes critiques du coaching qu'on retrouve sur la sphère médiatique, notamment. Tu vois, il y a une dame qui s'appelle Julia Tunes, quoi, je crois, qui est assez connue, qui fait pas mal de livres, tu vois, un peu anti-coaching, entre guillemets, même si elle est un peu plus nuancée, mais bref, c'est un peu à ce qu'on résume son propos, j'ai l'impression, même si c'est pas exactement ça, tu vois. Et il y en a plein d'autres comme ça, et du coup, notre but, c'était vraiment de répondre à ça. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai continué à bosser et petit à petit, j'ai commencé à bosser sur la qualité scientifique des programmes chez LinkUp. Et ben, ensuite, j'ai pris la direction de la boîte et voilà. Voilà en gros comment je suis entré dans le coaching. Mais pendant tout ce temps, en fait, je continuais à faire de la sociologie et je suis allé jusqu'en cinquième année de doctorat et j'ai pas fini. J'ai pas soutenu parce que je suis devenu CEO de la boîte et j'avais plus le temps. Voilà. Donc j'ai fait mon deuil de mon futur de chercheur pour choisir une autre voie. Voilà, c'est de la gestion d'entreprise. Ouais, Voilà pour la petite histoire, Alexandra. merci de nous avoir détaillé ton parcours. Il y a une question qui me vient là en t'écoutant. Du coup, je Hmm. profite de faire un peu de sociologie et de tout ça. Qu'est-ce qui explique pour toi, c'est une question que je me suis toujours posée, que dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus avancés sur le coaching qu'en France? Est-ce que c'est des choses culturelles? Est-ce que c'est juste qu'il faut laisser le temps au temps et qu'eux, ils ont eu ça avant nous? C'est quoi un peu, niveau sociologique, les explications, si tu en as? Ouais, bah, je peux en donner une première qui est juste, enfin, tu vois, purement organisationnelle, c'est que le coaching a émergé aux États-Unis avant la France, tout simplement. Donc, il y a une antériorité, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, c'est les années 60-70. Donc avant tout ça, il y avait aussi et ça, du coup, ça rejoint la deuxième raison, j'y viens dans 2 secondes. Dans les années 60-70, tu as tout un corpus de ce qu'on appelle la psychologie humaniste qui commence à être réutilisé pour la recherche de performance, avec notamment la performance sportive. Et c'est les premiers, tu vois, les premières occurrences de livres. Notamment un très connu d'un gars qui s'appelle Timothy Gallwey, qui est très connu, je crois que ça s'appelle Le jeu intérieur du tennis ou un truc comme ça, je sais plus le nom exact. Et ça commence vraiment, tu vois, voilà, comment j'utilise des méthodes et des procès psychologiques pour améliorer ma performance, en fait, en l'occurrence sportive dans un premier temps. Très vite, évidemment, ça s'est développé vers la performance tout court. Donc, tu as retrouvé, tu vois, des préparateurs mentaux, entre guillemets, tu vois, un petit peu comme ça, on pourrait les appeler comme ça, en entreprise, sur des gros postes de direction, tu vois, aux États-Unis. Et petit à petit, bah, ça, par capillarité, tu vois, c'est retombé vers les comex, les managers, les middle management, même les salariés, tu vois. Et c'est comme ça que la culture du coaching aux États-Unis, c'est hyper grossier, hein, ce que je veux dire. Je suis pas un historien du coaching, évidemment, me tapez pas, s'il vous plaît, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Et comme ça a commencé d'abord dans ce monde anglo-saxon, bah, évidemment, il y a une avance, puisque bah, ils ont adopté, entre guillemets, la technologie, tu vois, si on peut le dire comme ça, ou la discipline, bah, avant la France. Ça, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième raison, et là, c'est vraiment, alors c'est un petit peu comptoir, hein, ma réflexion. Ok, encore une fois, je mets tous les guillemets et tout à ce que je dis, mais c'est vraiment ma perception de la chose. Ok, c'est pas du tout un fait établi, mais c'est ce que j'en pense. Je pense qu'il y a aussi une culture d'accompagnement en France qui est assez unique en fait dans le monde, avec une vraie attention portée à la psychanalyse, de manière un petit peu bizarre d'ailleurs, parce que la psychanalyse c'est vraiment considéré comme une pseudo-science partout dans le monde en fait, sauf en France. C'est encore, enfin, ça l'est en fait maintenant, mais il y a encore beaucoup de psychanalystes en France et c'est encore, tu vois, la psychanalyse est quand même encore vue comme quelque chose d'important pour plein de raisons. Moi, je pense que c'est surtout lié, tu sais, un peu à l'exception culturelle française, entre guillemets, qui a été mise en avant. Donc, t'as beaucoup d'auteurs, notamment Deleuze et Guattari, qui sont vraiment mis en avant et tout, et qui ont vraiment beaucoup bossé là-dessus. Euh, et qui ont fait que bah, le paysage intellectuel français a toujours considéré la psychanalyse comme quelque chose de noble et d'important, euh, alors que c'est pas du tout fondé, quoi. Et de l'autre côté, tu vois, dans le monde anglo-saxon, tu as ce que j'expliquais tout à l'heure, la psychologie humaniste, qui s'est développée très vite, avec un aspect beaucoup plus, et la psychologie expérimentale, pardon, également, qui s'est développée beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, et qui n'a pas été freinée par cette tradition, tu vois, intellectuelle. Ce qui fait que bah, très vite, tu as eu, tu vois, des rapports de co-construction entre patients et thérapeutes, bah, qui ont amené en fait au coaching, à cette horizontalité qu'on a dans le rapport, tu vois, coach-coaché en coaching, qui aurait pas été possible sinon. Et je pense que bah, ça explique aussi la réticence qu'on a, et notamment même, tu vois, je dirais même la forme de coaching qu'on a en France, qui est un petit peu différente de celle dans le monde anglo-saxon. Si tu parles à des coachs
de tradition entre guillemets anglo-saxonne, qu'ils soient anglais ou français d'ailleurs, ils ont beaucoup moins de problèmes à se considérer comme coach de performance, comme accompagnateur de performance, tu vois, qu'on peut en avoir en France. Et tu vois, on parlait un peu off caméra justement des différentes écoles de coaching et des différentes visions du coaching. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas un carcan, parce que c'est positif, c'est quelque chose de bien et d'important, tu vois, mais il y a des règles éthiques et déontologiques au coaching en France qui peuvent avoir tendance à vraiment limiter ce côté coaching de performance, tu vois, de manière parfois, je trouve, un peu superficielle, tu vois, et de manière peu intéressante et pertinente, tu vois. C'est-à-dire que on peut très bien faire du coaching de performance tout en restant dans un cadre éthique et déontologique pour le bénéfice du client, etc. Tu vois, il y a pas de problème par rapport à ça. Et je pense que le coaching, c'est un peu construit comme ça en France, ce qui retarde aussi son adoption, je pense. Parce que si tu cherches quelqu'un avec qui, tu vois, réfléchir à ta vie passée, à tes valeurs et tout, bah, tu vas avoir un psy, en fait. Tu vas pas avoir un coach. Et du coup, c'est vrai que cette spécificité du coaching, vu qu'elle est un peu en retard en France, bah, ça fait que je pense les coachs se retrouvent un peu en compétition avec des professionnels dont l'accompagnement n'a absolument rien à voir, en fait, tu vois, parce que, évidemment, quand tu vas avoir un psy, tu as d'autres problématiques que quand tu vas avoir un coach. Et ça, c'est pas très clair vis-à-vis du public, je trouve, tu vois, j'ai l'impression. Donc, on travaille à clarifier ça, c'est important, et c'est pour ça que je publie autant sur LinkedIn, tu vois. C'est pour ça qu'avec LinkUp, on fait en sorte, tu vois, de vraiment publier le plus possible et de rendre, bah, voilà, publier au sens rendre public, tu vois, ce qu'est le coaching, ce que peut être le coaching, ce que peut faire le coaching et ce qu'en tant que coach, on peut faire, en fait, tu vois. Et c'est important pour nous d'ouvrir cette fenêtre, tu vois, et de dire, bah voilà, t'es coach, t'as le droit d'accompagner la performance, voilà ce que tu peux considérer comme bien, tu vois, dans ta pratique. Et voilà un peu, pour répondre à la question, je me suis complètement perdu là, je sais plus où j'en suis, mais j'espère que c'était clair pour toi, tu me dis, Ouais, n'hésite pas à non, relancer si c'était c'est pas le cas. ultra intéressant sur la différence entre Ouais. la France, on va dire, et les pays anglo-saxons. Et je rebondis, là, tu parlais des choses, on en parlait un peu en off, justement, qu'on ne s'autorise pas en Mhm. France sous regard de l'éthique. C'est quoi un peu les plus grandes aberrations selon toi où on se dit on s'autorise pas alors que, ouais, non, là, vraiment, t'es coach, autorise-toi, quoi. Bah, je veux dire, pour moi, il y en a deux, pour pas faire une liste de 50 000 trucs, tu vois. La première, c'est ce qui est un gros frein au développement économique de beaucoup de coachs, c'est l'idée, enfin, que moi je trouve vraiment aberrante, que le coaching se vend pas, mais s'achète. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, ton client, il prendra le coaching quand il sera prêt à prendre le coaching, et s'il est pas prêt, s'il te dit non, c'est qu'il est pas prêt, tu vois. Ce qui est complètement absurde en fait, parce que déjà il y a des gens qui savent pas ce que c'est le coaching et qui pourraient en bénéficier, et ça va à l'encontre de toutes les stratégies, tu vois, de vente en fait, qui sont pas forcément, tu vois, manipulatoires ou quoi que ce soit. C'est juste, bah en gros, concrètement, tu as une stratégie de vente, c'est quoi? C'est entre guillemets recruter une audience, tu vois, donc intéresser des gens à un propos. Ensuite, leur faire comprendre euh, leurs problèmes, tu vois, éventuels, et que toi, tu peux avoir des solutions à ce problème-là. Et ensuite, faire en sorte qu'ils fassent un acte d'achat, tu vois, pour résoudre ce problème en pensant que tu es la bonne personne pour les aider à le résoudre, quoi. Si je schématise, tu vois. Et ça n'a rien de mauvais, tu vois. C'est juste, bah, c'est le lien entre offre et demande, tu vois. En gros, c'est hyper classique en marketing et en vente. Et du coup, cette idée que le coaching se vend pas s'achète va à l'encontre de toute cette logique-là, tu vois, et fait que, bah, évidemment, si tu attends que les gens viennent à toi, tu vois, pour se faire coacher, tu vas attendre longtemps parce que tu peux pas calquer le mode, tu vois, du médecin généraliste sur le coaching. Ça marche pas comme ça, tu vois. Un médecin, évidemment, le médecin, il vient pas te démarcher, tu vois, ou il communique pas pour que tu ailles chez lui plutôt qu'un autre. Tu vas voir ton généraliste parce que tu es malade, voilà. Mais le coaching, ça marche pas comme ça, évidemment, pour des raisons d'abord institutionnelles, parce que bah, tu vois, t'es pas coach comme t'es médecin, t'as pas le titre officiel, il n'y a pas Doctolib qui fait que tu vas voir le coach, tu vois, ou le médecin. Les coachs peuvent pas te prescrire des médicaments, donc voilà, t'as pas besoin, tu vois. Je veux dire, si moi j'ai besoin d'anti-inflammatoires, je vais aller voir mon docteur parce que j'ai pas le choix en fait, ou j'ai besoin d'un IRM. Bon, si je veux pas payer des centaines de milliers d'euros, tu vois, il faut que j'aille voir le médecin pour qu'il me le prescrive. Pour le coaching, ça marche pas comme ça. Donc cette idée a pas de sens. Et je trouve qu'elle correspond pas. Peut-être qu'elle correspondait à un état, tu vois, du marché il y a 30 ans. Je sais pas. En fait, j'étais pas là. Mais, euh, mais je pense que ça correspond pas du tout au monde d'aujourd'hui, à la manière dont les choses se vendent aujourd'hui. Et pour moi, c'est hyper important de démystifier cette idée
et d'accompagner les coachs en leur disant, mais non, mais tu es légitime pour vendre, c'est OK. Évidemment, tu vois, dans un ensemble de règles, tu vois, et de vente, tu vois, éthique et déontologique, mais comme tout le monde devrait faire, en fait, tu vois, Mm. parce que bah, sinon, tu es un scammer, tu es un escroc et tu vas en prison, quoi, tu vois. Il y a aussi cette réalité. Donc, évidemment, quand tu es coach, bah, tu n'es pas là pour promettre monts et merveilles, pour dire, voilà, moi, je vais te permettre de changer ta vie, de devenir riche, pardon, en 5 mois. Évidemment, non, tu vois. Mais ça vaut pour tout le monde, en fait. C'est de la vente, tu vois, éthique, qui vaut pour tout le monde, pas spécifiquement pour les coachs. Et donc, je pense que cette idée que le coaching ne se vend pas mais s'achète, c'est un vrai frein pour beaucoup de coachs. C'est une croyance limitante, tu vois, pour parler un vocabulaire voilà, qui est commun à beaucoup de coachs, pour le coup, et qu'il faut bah, tacler tout simplement et dont il faut revenir, quoi. Voilà. Vous êtes coach, c'est OK pour vous de vendre, mais voilà, faites-le. Envoyez pas des milliers de mails à des gens pas ciblés, tu vois, évidemment, parce que ça, c'est juste chiant, c'est du spam. Donc, évidemment, bossez vos canaux d'acquisition, bossez vos personas, bossez vos clients, entamez des conversations de manière éthique, tu vois, que ce soit sur LinkedIn, dans la vraie vie, où vous voulez, tu vois, il y a plein de canaux d'acquisition. Mais c'est OK de vendre ces prestations et c'est comme ça que vous allez vendre. Et si vous ne vendez pas, vous ne coacherez pas, donc vous ne serez pas coach. Donc, bah, si vous n'êtes pas coach, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème éthique et déontologique, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà la première chose. La deuxième chose, je pense, J'adore, attends, c'est... je me permets de te couper Ah, deux secondes. vas-y, pardon, ouais, dis-moi, Mais, je t'en prie. Ouais. Pas de souci. j'adore ce que tu dis, c'est ce que je te disais en off. Hmm, Ça dénote tellement de moi ce que j'avais eu en école de coaching quand je m'étais formée à l'époque, hmm, de justement, quand tu es coach, il faut pas tant... En fait, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, le coaching en France, on essaie trop de le rapprocher du psychologue. Et le psychologue, hmm. je crois que légalement, il n'a pas le droit de faire d'action commerciale, il n'a pas le droit de faire d'action de Je marketing. sais pas, mais c'est Encore, je possible, suis ouais. même pas sûre. Hmm, Je pense que c'est hmm, des histoires qu'on se raconte. Je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment un truc légal là-dedans. Et en tout cas, ils sont sur Doctolib et du coup, les gens viennent à eux. Et en France, hmm, tout le monde a l'habitude de dire je vais voir un psy, alors que personne n'a l'habitude de dire je vais aller voir un coach. D'où l'importance, comme tu dis, bah, de se faire connaître, de faire connaître le coaching, de faire connaître la pratique. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la vente, c'est un coaching de prise de décision. Et quand tu dis ça à un coach, tout de c'est suite, vrai. c'est Hmm, plus envie. C'est ah oui, tiens, je vais aider la personne à prendre la meilleure décision. Et du coup, vraiment, merci Théophile. J'insiste là-dessus. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans les écoles de coaching pur et dur qui ont cette vision réaliste du marché du coaching et du coup hmm, de bah oui, il faut vendre. Enfin, tu peux faire du bouche à oreille, il n'y a pas de souci, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il va falloir être très patient. Mais vendre n'est pas antinomique, je ne sais pas si c'est le bon mot, au hmm. coaching, quoi. Complètement, complètement. Et bah après, enfin, tu vois, pour revenir sur le bouche à oreille et tout, c'est des stratégies hyper puissantes, hein, évidemment. Si tu arrives à avoir du bouche à oreille, bah, c'est le mieux, ça veut dire que tu satisfais tes clients. Mais faut déjà avoir des clients pour faire du bouche à oreille. Donc, c'est sûr que si t'as pas de base client, tu vois, parce que le bouche à oreille, c'est pas 100% des clients qui vont te recommander. Donc, imagine ou qui ont des gens qui, voilà, dans leur entourage qui vont le connaître. Donc, si tu fais juste des stats basiques, tu vois, imagine, je sais pas, il y a 10% des gens que tu coaches qui te recommandent. Bah, faut déjà, tu vois, pour que tu un renouvellement, tu vois, de tes clients sur une année, il faut aller assez haut, tu vois, il faut avoir un certain volume, tu vois, déjà, pour qu'ensuite, au niveau recommandation, ça marche, tu vois. Donc, tu vois, du coup, pour avoir 10 clients par recommandation, il faudrait que tu en coaches 100. Donc, il Faut les trouver. faut les trouver. Voilà. Donc, de toute façon, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, voilà pour la première. Et la deuxième chose, c'est le format du coaching. Ça renvoie à notre conversation qu'on avait juste avant sur les différentes traditions, tu vois, du coaching, et notamment celle qu'on a en France. Et très souvent, je trouve, tu vois, bah, je pense que tu as dit le bon mot, tu vois, tu as complètement raison quand tu dis, bah, on a tendance à trop comparer le coaching à la psychologie en France, et du coup, à calquer le fonctionnement de la psychologie sur le fonctionnement du coaching, ce qui est une erreur à mon sens. Après, attention, parce que ce qu'on dit sur la psychologie aussi, il y a plein de formes de psychologie, les thérapies brèves, etc. Ça dépend vraiment. Mais on a souvent, tu vois, l'idée de dire bah, le coaching, c'est 8-10 séances, tu vois, en gros, éventuellement 7, éventuellement 11, pas plus. Et c'est tout, quoi. 1 heure et demie, tu fais éventuellement des petits boulots interséances, tu vois, et après peut-être une petite séance feedback, allez, si t'es un petit peu fou, tu vois, mais à 6 mois, mais c'est tout. Tu fais pas de calcul de ROI et tout, et j'ai fait pas mal de posts, tu vois, sur le ROI et tout, et souvent, j'ai des coachs, de moins en moins maintenant, mais des coachs qui répondaient en mode, mais le retour sur investissement du coaching n'est-ce pas le temps qu'on prend pour soi et tout. Je fais, oui, non, mais ok, mais sauf que si tu vas vendre à une boîte, tu vois le dirigeant, la dirigeante, et tu lui dis, bah, ton investissement de 10 000 euros, là, non, bah, c'est bien, parce que du coup, tes managers, ils vont être introspectifs, tu vois.
Le mec, Mhm. il va te voir comme un fou. Il va dire, mais ça va pas ou quoi? C'est quoi concrètement le ROI, tu vois? C'est quoi mes problèmes? Ok, tu vas réduire mon turnover, tu vas améliorer le leadership de mes managers, donc ils vont être plus performants pour atteindre mieux leurs objectifs. Tu vois, mon manager qui vient de faire sa prise de poste, il va être opérationnel plus vite. Enfin, c'est ça, du vrai ROI. Et le plus dommage, je trouve, c'est que, il y a toute une littérature scientifique, là j'en vois tout ce que je disais tout à l'heure, qui montre que le coaching justement, a un impact positif sur ces éléments-là, tu vois. Donc, bah, pourquoi on se prive, en fait? Va lire la littérature scientifique et base-toi sur la littérature scientifique, tu vois, si voilà, si t'es pas à l'aise, pour montrer que en tant que coach, tu es capable de faire ça. Et du coup, bref, je reviens sur la question des 10 séances et tout. Donc l'idée que le coaching voilà, fait 8 10 séances et c'est tout, et que toute autre modalité d'accompagnement viendrait parasiter la pureté du coaching un petit peu. Et ça, je pense que c'est l'autre gros mythe qu'il faut démonter et que je m'évertue à casser sur LinkedIn à longueur de semaine, enfin à peu près tous les jours avec mes posts, quoi. C'est un peu pour ça que je publie beaucoup. Parce que je pense qu'il y a plein de modèles en fait, de coaching. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est pas, tu vois, un jour, je me suis pas réveillé en me disant, waouh, j'ai rêvé de mode d'accompagnement. Non, c'est des coachs qui me disent ce qu'ils font, tu vois. Et moi, je vois, oui, ça marche trop bien, tu vois ce que tu fais. Donc, ça peut être tu vois, des packages d'accompagnement, des groupes de coaching slash codev, tu vois. Il y a plein de possibilités. Donner accès à des outils, tu vois. Franchement, c'est hyper puissant. Et il n'y a rien de plus puissant que de mixer le coaching à d'autres approches, genre la formation, genre le consulting, tu vois. Et moi, je vois énormément de coachs dans la réalité, tu vois, qui font, tu vois, des phases de consulting avant où tu as une phase diagnostique assez aiguë, assez experte, tu vois, vis-à-vis d'une entreprise. À partir de ça, tu détermines des axes d'amélioration, de progression et d'accompagnement et tu vas aller coacher les personnes correspondantes. Et ensuite, tu détermines, tu vois, des ressources qui vont permettre de pérenniser les acquis du coaching. Et là, bah, tu vas éventuellement faire de la formation, du codev, des trucs comme ça, du mentoring et tout, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que il faut pas se limiter à la question des séances. Tu peux très bien fonctionner autrement, tu vois, avec éventuellement des coachings flash, tu vois. Ça marche bien en entreprise. Quand t'as un public qui n'a pas trop l'habitude, tu vois, de faire de l'introspection, qui n'a pas trop le temps, bah, tu fais 3-4 séances de coaching, mais avant tu fais passer des tests, tu prépares, tu vois, je sais pas, tu peux faire passer du MBTI, du DISC, des tests de personnalité, ce que tu veux en fonction des besoins, tu vois. Tu fais 3 4 séances où vraiment tu vas te concentrer sur détermination et atteinte de l'objectif, c'est tout, tu vois. Et toute l'exploration contextuelle, tu peux la faire par tu vois, des protocoles IA, par des tests. Et c'est hyper puissant en fait. C'est hyper puissant. Et donc, faut pas se limiter, je pense. Et c'est dommage de se limiter. Il faut tester, encore une fois, toujours dans les frontières éthiques et déontologiques du métier. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas manipuler son client. Faut toujours faire en sorte de travailler à l'atteinte de ses objectifs à lui et pas calquer nos propres solutions sur lui et tout. Mais ça, moi, je pense que l'idée des 10 séances, tu vois, un peu cadrées et tout, c'est juste des coachs un peu flemmards, tu vois, qui ont la flemme de faire un travail d'autoréflexivité et d'attention sur justement leur posture, en fait. Parce que, évidemment, quand tu fais du coaching, du consulting et de la formation, bah, faut être plus vigilant à ta posture quand tu coaches. Bah, c'est un travail. Voilà. Donc, bosse, tu vois. Et tu seras plus impactant pour tes clients et ton coaching sera meilleur, tu auras plus d'opportunités, tu pourras mieux te développer. Et voilà, pour mon avis là-dessus. Ouais, et je rebondis sur ce que tu as dit. Le coach, je pense, peut accompagner son coaché dans la limite du travail Mm. qu'il fait sur lui. Et plus le coach a de croyances limitantes et de barrières sur le coaching, ça doit être comme ça, comme ci, comme ça, Mm. moins je pense qu'il sera apte à accompagner son client à justement se libérer de ses croyances de ah, mais ma vie, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Euh, Complètement. à ceux Ouais, qui non, c'est logique. Ouais. ouvrez-vous les esprits comme vous ouvrez l'esprit de vos clients et explorez, quoi. Je C'est rebondis un bon mot. C'est euh, vrai. sur un petit mot que tu as dit. Tu disais, ouais, tu as parlé des protocoles IA. Mm. C'est quelque chose qui se développe énormément. Alors, pas chez tous les coachs, mais on voit quand même de plus en plus de coachs qui essayent justement de créer un peu l'aide de l'IA pour accompagner les clients. Mm. Toi, comment tu vois la cohabitation entre l'IA et le coaching dans l'avenir? Sachant que je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais bon, là, comme ça, euh, comment Ouais, tu bah vois? écoute, enfin, moi concrètement, bah tu vois, je te parlais de Link Up Pilot tout à l'heure, là, c'est la qu'on a lancé, le SaaS qu'on a lancé, dessus, bah t'as tout un écosystème pour accompagner tes clients avec bah, du coup des protocoles, des tests et des formations, en plus des séances de coaching, tu vois. Et ce que je recommande, du coup, et les retours que j'ai là des utilisateurs aussi, de la manière dont ils l'utilisent, c'est que ça peut être utilisé de plusieurs manières. Donc, nous, il y a 3 types de protocoles, tu vois. Désolé pour le côté autopromo, mais c'est Ouais. mes éléments de réponse, tu vois, c'est le mieux que je peux te dire parce que c'est concrètement ce que j'expérimente. On a des protocoles pédagogiques où vraiment, ça va être, tu vois, des protocoles. Bah, en gros, c'est un modèle d'OpenAI, hein. Donc, c'est comme si tu parles avec ChatGPT, mais il est pré-prompté et il a déjà un rôle de coach ou de superviseur.
Et donc, tu vas pouvoir te faire de l'auto-supervision, de l'auto-analyse, tu vois, de manière, évidemment, en complément d'une supervision réelle, de l'analyse de pratique réelle. Je pense que c'est important de le faire quand même. Mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, tu vois, au quotidien, parce qu'un superviseur, ça peut être cher. Tu vas pas avoir ton superviseur tous les jours, tu vois, voilà. Évidemment, ce serait absurde. Ou l'analyse de pratique, il faut que tu l'organises, il faut que tu vois d'autres coachs et tout. Et là, c'est vrai que concrètement, bah, tu vois, tu as quelqu'un qui peut, enfin, t'as une IA qui peut t'accompagner à bosser ton questionnement au quotidien, à être dans une démarche réflexive, en fait, tu vois, qui est nécessaire en coaching, qui est une obligation au bénéfice de tes clients, je pense. Et du coup, c'est vrai que c'est une vraie aide à ce niveau-là. Donc, sur toute la partie auto-réflexivité, auto-évaluation, tu vois, du coaching, je pense que les protocoles IA, c'est une énorme richesse, tu vois. Ce sera évidemment beaucoup plus puissant, je pense, que juste d'être devant une grille d'auto-éval et de la remplir, tu vois. Ça, c'est clair. Même si c'est bien ce genre de grille, tu vois, et on en donne en formation notamment, parce que ça permet d'ancrer une pratique, tu vois, ça permet de se confronter, tu vois, et d'avoir une idée de ce que tu peux faire. Mais je pense que, tu vois, avec de l'IA en plus, c'est encore plus positif et encore mieux. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de débat, tu vois. Là, pour le coup, je vois aucune problématique, tu vois, même éthique vis-à-vis de cet usage. Ensuite, tu as tout ce qui est assistant administratif, tu vois, évidemment, bon, ça pose même pas de problème. Mais tu vois, on a par exemple une aide à la rédaction de contrats ou synthèse de séances, des trucs comme ça. Bon, là, franchement, il n'y a pas trop de sujet non plus. Et après, la question, en effet, devient épineuse quand on parle de l'accompagnement des clients par ce biais-là. Or, là, je me réfère encore une fois, tu vois, moi, c'est un peu c'est un peu ma safe place, tu vois. C'est une réponse facile, mais il y a beaucoup de protocoles de coaching qui ont été validés et prouvés scientifiquement, et je pense que, bah, tu vois, ça sert à ça la science aussi. À un moment, si tu te réfères à des impératifs éthiques et déontologiques, bah, je pense qu'une connaissance éprouvée, construite, testée, etc., tu peux la mobiliser, évidemment avec des garde-fous et tout. Mais tu vois, bah, ce qu'on a construit, par exemple, c'est des protocoles. Tu vois, donc on allait regarder dans la littérature comment certains outils ont été, tu vois, euh, mis en protocole, entre guillemets. Donc, tu vois, le score, je sais pas si tu vois ce que c'est, le score, c'est Ouais. l'exploration contextuelle, ou le Bateson, ou des trucs comme ça. Ou même des trucs plus management, genre les chapeaux de Bono, tu vois, qui sont c'est des outils un peu de coaching d'équipe, où tu vas prendre différents rôles et tout. Bah, c'est des outils qui renvoient à des protocoles, en fait, donc une suite logique d'actions, tu vois. Donc, le score, en gros, je me rappelle plus c'est la situation, le contexte, je crois, objectif, ressources, et le E, je sais jamais, émotion, je crois. Non, Je suis pas c'est. sûr. Bref, désolé les amis, on se rappelle plus du score. Mais c'est différents éléments, t'inquiète, mais c'est différents éléments en fait qu'on va explorer au fur et à mesure en coaching, tu vois, pour bah, faire sens d'une situation et en fait pas la dédramatiser, mais en gros objectiver une situation. Tu vois, en gros c'est ça le score. Et évidemment, ça passe par un questionnement, tu vois, qui va être en différentes phases, en fonction des différents endroits où tu en es dans le protocole. Et donc ça, tu peux tout à fait l'automatiser, en fait. Évidemment, ce sera, tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention, ce sera pas aussi puissant que si toi, tu es en coaching avec ton client, tu vois, parce que tu as une capacité de rebond qui sera pas la même, tu as une intuition experte qui sera pas la même, tu as une relation aussi à ton client qui sera pas la même, tu vois. Pour autant, je pense que de la même manière que de l'autosupervision IA, ça remplace pas la supervision, mais c'est un excellent complément au quotidien, tu vois. Bah, des protocoles IA, par exemple de score ou d'exploration contextuelle, c'est d'excellents compléments pour tes clients, tu vois, si tu les cadres bien et si tu donnes un cadre à tes clients propice, tu vois, pour les utiliser. Et je pense que c'est très bien, tu vois, ça fait gagner du temps à tout le monde. Non, c'est une très bonne chose. Et la manière dont les utilisateurs là, de Pilot l'utilisent notamment, tu vois, ils font souvent de l'exploration contextuelle avant le coaching pour que bah, les premières séances, en fait, elles soient directes, tu vois, direct sur l'atteinte de l'objectif et tout. Et ça répond aussi à des impératifs de clients, tu vois, parce que bah, quand tu as un client qui a pas le temps, tu vois, qui a des impératifs rapides, etc., bah, tu vois, il va pas. Et même des impératifs de budget, tu vois, il va pas passer deux, trois séances à juste faire une exploration de ses valeurs et tout, même si ce serait l'idéal, mais il y a des gens, ils veulent pas le faire, ou même tu vas galérer à briser la glace parce qu'ils sont pas prêts à s'ouvrir auprès de toi, notamment dans des cadres où le coaching est prescrit, tu vois. Imagine un manager, c'est son dirigeant qui lui a pris le coaching, il est OK avec ça et tout, le manager, tu vois. Mais peut-être que bah, il va pas s'ouvrir autant qu'une personne que tu as en coaching de particulier qui va faire du coaching de vie, tu vois. Parce que là, la personne vient pour ça, pour, entre guillemets, s'épancher, pour, tu vois, pour discuter tout dans un cadre libre et non contraint. Mais peut-être le manager, tu vois, il a d'autres choses à faire. Déjà, le coaching lui prend du temps de travail. En plus, bah, c'est son patron qui lui a commandé le coaching. Du coup, il n'a pas forcément envie de s'étendre sur ses états d'âme avec toi, tu vois, parce qu'il ne te connaît pas. Donc voilà, il y a aussi des éléments concrets, tu vois, et factuels qui font que c'est hyper intéressant de faire ça. Et je pense que s'en couper, c'est encore une fois dommage. Et voilà, évidemment, ça représente une part de risque, mais je pense qu'elle est largement mesurée et qui ne met pas en danger le client, c'est ça le plus important. Ça représente une part de risque, mais à nous de faire le boulot, tu vois, ensuite
pour bien cadrer le client là-dedans et pour faire en sorte que ce soit fait de manière éthique et déontologique, quoi. Voilà. Donc c'est du travail en plus, mais je pense que ça aide le client et ça fait gagner du temps aussi au coach. Donc c'est win-win, à mon avis. Voilà pour ma take sur l'IA. Je sais pas Euh, ce que tu en penses toi d'ailleurs, mais voilà je ce que suis j'en pense totalement moi. d'accord avec toi. Moi, j'utilise au Ouais. quotidien, que ce soit pour mes clients, pour moi, pour tout le monde, et je Mm. recommande à tout le monde de s'y mettre. Je pense vraiment qu'en plus, c'est un avantage compétitif. Je sais pas, Complètement. j'ai eu les premières personnes qui m'ont dit oui, mais alors si l'IA elle est capable de réduire mon nombre de séances, je vais gagner moins d'argent. Non, parce que la personne, je pense qu'elle est capable de lui payer plus cher parce que tu as de l'IA. Mm. Et surtout, ce que tu viens régler, c'est sa douleur. Donc, c'est un package et le Complètement. qui a la même valeur, c'est juste qu'il prend moins de temps. Je pense que tu es au contraire 100% gagnant d'un point de vue financier si c'est ça la crainte. Et que aujourd'hui, tout le monde veut du contact humain. Donc, de toute façon, l'humain, il ne Mm. disparaîtra pas. Et c'est juste, comme tu dis, la personne qui peut se payer juste un coaching toutes les 2 semaines, bah, si le coach, il lui offre une petite IA qui, tous les jours, elle peut lui poser ses questions et tout ça au Mm. quotidien, ça t'évite, toi, d'être la personne qui doit répondre tous les jours. Et ça, c'est un vrai plus, quoi. Complètement, absolument, absolument. Et de toute façon, toi, t'as pas trop de coûts de production par rapport à ça. Donc, c'est pas comme si ça allait rogner ta marge, tu vois, en termes purement économiques. Donc, voilà, pourquoi se priver, franchement. Oui, t'as l'abonnement de ChatGPT, peut-être, ou l'abonnement Claude, ou ce que tu veux, tu vois, à payer, mais bon, c'est rapidement amorti, je pense. Donc, non, moi, je pense, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, ce sera toujours un plus. Et surtout que ça te permet beaucoup plus ça permet beaucoup plus de souplesse dans ce que tu peux offrir, tu vois, en tant que coach. Et parce que, tu vois, enfin, pourquoi limiter le coaching, tu vois, ou l'accompagnement, ou la relation, juste aux séances de coaching, tu vois. Tu peux très bien, l'accompagnement, donner l'accès, tu vois, à ces ressources pendant X mois, tu vois, pour que la personne puisse pérenniser tout ça, puisse s'autonomiser, tu vois, vis-à-vis de toi, petit à petit. Et voilà, c'est hyper puissant et c'est trop bien parce que tu laisses accès à ton client à un espace. Et ça, après, tu le valorises comme tu veux, tu vois. Tu peux faire, moi, souvent, ce que je recommande, c'est du coup de faire une séance feedback, tu vois, à 6 mois, voire un an, tu vois, voire d'en faire deux. Et entre-temps, tu laisses l'accès à des ressources. Et du coup, bah, tu fais le point sur l'intérêt de ces ressources pour la personne et tout. Et ça permet de continuer la relation, tu vois, sans pour autant rogner sur l'indépendance du client, je pense. C'est ça qui est bien. Et en continuant la relation, bah, ça permet d'optimiser aussi le taux de recommandation que tu vas avoir. Donc, les gens vont être plus satisfaits de ton accompagnement. Tu vas rester en contact avec eux plus longtemps, donc tu auras plus d'avis positifs et plus de recos et tout. Donc, enfin, franchement, c'est bénéfique pour tout le monde et ça permet d'avoir beaucoup de souplesse dans les modes d'accompagnement que tu vas avoir, quoi. Donc, pourquoi s'en priver? Moi, je suis d'accord avec toi. Allez voir ça, mais après, c'est sûr qu'il faut bosser un tout petit peu sur l'impact que ça peut avoir sur le client pour éviter de. Voilà, que. Après, bon, il y a peu de chances que ton IA dise des dingueries, tu vois, à ton client. C'est plus trop le cas maintenant, mais bon, faut quand même faire attention au cas où et toujours vérifier, je pense, l'impact, tu vois, que ça peut avoir sur le client. Mais a priori, il n'y a pas trop de. Tout le monde utilise ChatGPT, il n'y a pas de problème, tu vois, a priori. Donc voilà. Et comme tu dis, ça se teste. Les premières personnes qui vont le tester Mm. disent d'ailleurs que c'est un test, qu'il ne faut pas peut-être en tout prier de la lettre suivant ce qui sera dit, et d'avoir les feedbacks. Absolument. Moi, je sais que j'ai créé comme ça des GPT. J'ai une cliente qui m'a écrit, non mais Alexandra, le GPT, là j'ai échangé avec lui, il m'a changé ma vision, j'ai une remotivation de dingue, etc. Ouais. Moi, j'ai rien, enfin, je lui ai donné le GPT, quoi, mais j'ai envie de dire, mais cool, on a économisé une séance de coaching. Si Bah, le c'est bien, bien GPT sûr. arrive Mm. à la motiver, à lui mettre de la clarté comme ça, tant mieux. Et je me dis pas, ah mince, il m'a remplacé mon job. Je dis non, on va pouvoir être plus focus la séance d'après. Mm. Complètement. Et aller droit au but. Parce que la mise en action, après, tu vois, c'est vraiment, là, c'est toi qui vas la faire, tu vois, et si la personne est capable de se mettre en action toute seule, bah, tant mieux pour elle, tu vois, et en fait, elle n'a pas besoin de coaching, donc, C'est l'analogie que c'est je donne sûr. souvent, moi, c'est avec les coachs sportifs. En Ouais, vrai, on sait tous faire des squats et des pompes. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire comment faire. tout Euh, à fait. et pourtant, les coachs sportifs dans les salles de sport, il y a un nombre de personnes qui sont au cours. Je pense que c'est pas prêt de changer. Et ben, c'est la Non, même chose pour moi pour le coaching de vie, le coaching professionnel. C'est pas parce qu'on nous donne toute la théorie, qui d'ailleurs existe déjà dans des livres, sur Google, tout tout ça, à fait. Mm. que la personne, elle va plus bouger à l'action. Le coaching est là pour les personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action. Et les personnes qui arrivent à passer Exactement. seules, quoi qu'il arrive, elles sauraient passer à l'action seules. C'est ça. Ou des personnes qui arrivent à passer à l'action, mais qui veulent optimiser leur prise de décision, tu vois, à tes souhaits, qui veulent optimiser la prise de décision, ce genre de choses. Et là, oui, le coaching est super aussi, tu vois, pour accompagner cette prise de décision et ce passage à l'action, pour l'optimiser, pour le rendre plus efficace. Voilà, il y a plein de cas d'usage du coaching. Enfin, c'est une erreur, en effet, de penser que des agents IA peuvent remplacer, tu vois, le coaching, ça n'a pas de sens, je pense. Je suis d'accord avec toi. Trop cool. Je vois le temps qui passe. J'avais une dernière question pour toi.
Alors, je ne sais pas si cette stat est vraie, mais c'est la stat que j'entends et que du coup je répète bêtement. Seulement 10% des coachs vivent de leur activité. Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications, notamment il y en a beaucoup qui se forment au coaching sans vouloir Mm. lancer leur activité à la base. Euh, Vous, chez Linkem, j'ai l'impression que vous avez vraiment un point d'attention à aider justement les coachs à vivre de leur activité. Mm. C'est quoi un peu soit les erreurs, soit les bonnes pratiques que tu recommandes justement pour vivre de son activité? Ouais. Juste sur la stat, du coup, je sais pas d'où elle provient, tu vois, mais c'est pas les stats qu'on a de retour à l'emploi et tout, tu vois, parce qu'on fait des enquêtes au niveau des coachs. J'ai pas les stats, mais bon, c'est plus que 10%, ça c'est sûr. Je crois que, après, vivre de son activité, ça dépend de ce que ça veut dire et tout, tu vois. Mais sur des personnes qui sont à plus je crois, plus de 20 000 euros par an en CA. Donc évidemment, si vous habitez à Paris comme moi et que vous dites, ouais, 20 000 euros par an, c'est rien, oui, ok, mais si tu habites dans la Creuse, 20 000 euros par an, ça va, tu vois, parce que les loyers, c'est pas la même chose et tout. Désolé, j'ai rien contre la Creuse, hein, mais c'est juste le prix de l'immobilier, quoi, tu vois. Donc il y a des situations différentes de vie qui font que bah, tu as besoin de plus ou moins de CA et on n'a pas tous les mêmes objectifs, pardon. Et du coup, au-dessus de 20 000 euros de CA, tu vois, je crois sur nos répondants, on est à plus de 70 à 75%, je crois, tu vois. Donc bon, après, ça dépend, voilà, je sais pas d'où vient le chiffre, mais moi, j'ai pas forcément les mêmes, mais évidemment, après, c'est pas forcément la même population. Je pense qu'il y a un deuxième truc vis-à-vis du. Après, je réponds à ta question, désolé. Il y a un deuxième truc vis-à-vis de cette stat, c'est aussi l'idée que. Enfin, en fait, moi, je me pose toujours la question de comment, c'est un peu mon biais de sociologue, tu vois, comment. Qu'est-ce qu'on mesure, en fait, exactement, et comment est perçue la question. Est-ce que vivre de son coaching, ça veut dire vivre que du coaching? Parce que, tu vois, après, tu peux dire, OK, dans ton activité, t'es coach, t'es formateur, t'es consultant. euh, et, euh, et du coup, dans ton CA, le coaching, c'est que 10% sur cette année. OK, certes. Mais en fait, être monoactivité, déjà, c'est une mauvaise idée, tu vois. Moi, je vous recommande pas d'être monoactivité dans la vie. Deuxièmement, c'est chiant, parce que tu feras toujours la même chose. Donc, il n'y a aucun mal à faire plusieurs choses à la fois, tu vois, avoir différentes casquettes. C'est en plus hyper puissant, tu vois, quand tu accompagnes des gens, d'avoir un accompagnement hybride. C'est une super opportunité et il y a beaucoup de clients qui attendent ça. Et du coup, tu vois, moi, je connais des coachs qui, une année, vont être full consulting parce que bah, ils ont une grosse mission, donc voilà, ils sont full consulting. L'année suivante, bah, ils passent dans la phase coaching, du coup, ils vont être full coaching. Mais du coup, ça dépend de quand tu mesures, tu vois, voilà. Du coup, une année, il va me dire, bah oui, 10% de mon activité, 10% de mon CA, c'est le coaching. Donc, du coup, bah, en effet, j'en vis pas vraiment, tu vois. Et l'année suivante, le coaching, ça va représenter 80% du CA, donc oui, il va en vivre, donc il va faire partie de ceux qui en vivent. Donc, il faut faire juste attention à ça. Et je pense que dire que quelqu'un ne vit pas du coaching parce que le coaching représente pas, enfin, représente une part minime de son CA, c'est une erreur aussi. Donc voilà. Après, je ne sais pas comment la SAT a été construite, mais c'est juste un petit disclaimer par rapport à ça. Au niveau des bonnes pratiques, je pense qu'il y a deux catégories en fait de coachs. Il y a ceux qui, donc je parle de coachs certifiés qui se forment en sortie de Ah ouais. formation, tu vois, donc du coup un public que je connais. Euh, il y a ceux qui ont un passé dans l'entrepreneuriat et qui ont une expérience dans l'entrepreneuriat. Alors, il y en a plus en fait. Attends, je vais revenir en arrière. Vas-y. Chez les gens qu'on forme, en tout cas chez LinkUp, il y a une diversité de profils en sortie. Ok, en entrée aussi, évidemment, mais en sortie, il y en a un peu moins de diversité en sortie qu'en entrée, évidemment, parce qu'ils vont se spécialiser dans le coaching plus ou moins tous. Mais tu as des personnes qui vont être coach interne. Ok, donc là, bah, ils n'ont pas de souci en fait. Tu vois, ils seront coach interne, ils se forment, ils sont payés par leur boîte, ils sortent, ils changent de poste dans leur boîte ou ils ajoutent le coaching à leur fonction. Et ça peut être des DRH, tu vois, ou des responsables RH. Et ils vont être responsables RH de leur PME, tu vois, de, je sais pas, 100 personnes, tu vois. Ils vont être aussi coach interne ou manager ou ce que tu veux. Et là, du coup, bah, ces personnes-là n'ont pas de problème d'employabilité parce qu'ils sont salariés, ils sont coach interne. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu as les personnes qui sont déjà entrepreneurs dans le monde de l'accompagnement. Donc, ça peut être des formateurs, des consultants, des chasseurs de tête, tu vois, il y a plein de possibilités. Et qui décident d'ajouter une corde à leur arc et du coup de devenir coach. Et du coup, bah là, ça commence à compliquer le comptage parce que tu dis, OK, donc déjà, ils ont une activité d'entrepreneur et ils vivent du coaching. Ils vivent de leur entrepreneuriat, mais du coup, le coaching, c'est une activité qu'ils vont être en train de développer. Donc, forcément, bah, la première année, ils vont prendre leur mission de consulting de formation et peut-être qu'ils vont tu vas parsemer de coaching par-ci par-là, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ces personnes n'ont pas forcément de problématique, je pense, tu vois, d'employabilité non plus. Donc, là, j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus, tu vois, évidemment, puisque, bah, a priori, ils connaissent leur métier et tout. Après, tu as les personnes qui n'ont pas d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui veulent se lancer dans le coaching. Et là, en fait, la problématique d'employabilité, c'est pas une problématique de coach, en fait. C'est une problématique d'entrepreneur, tu vois. Et le souci, c'est pas que tu es un mauvais coach en sortie de formation. En sortie de formation, tu es un coach, tu es légitime. Voilà, après, il n'y a que la pratique et l'amélioration continue, tu vois, qui fera que tu seras meilleur. Mais tu es en capacité de former, tu vois. En tout cas, si tu te formes chez LinkUp, tu vois, et dans la plupart des écoles certifiées, tu vois, RNCP et tout, j'ai rien à dire là-dessus, évidemment. Et a priori, bon, c'est notre métier, on est là pour justement te permettre, tu vois, de te sentir légitime, expert et tout en sortie de formation. Mais il y a une compétence que tu dois acquérir aussi
nous, en tout cas chez LinkUp, je peux parler que pour moi, on y participe parce qu'on a tout un bloc de compétences, tu vois, sur l'entrepreneuriat, donc ça représente à peu près 50 heures dans la formation, 40-50, je sais plus exactement combien. Et où on va t'accompagner, tu vois, en faisant de l'accompagnement de projet pro, en faisant, bah, tu vois, business plan, machin, bon, bah, tout ce qui te permet d'acquérir enfin, de préparer ton lancement d'activité. Mais ça, évidemment, bah, c'est jamais suffisant. Il faut mettre en place, tu vois, des habitudes aussi personnelles, tu vois, de prospection, de marketing. Et pour ça, bah, nous, ce qu'on a mis en place, en tout cas, enfin, ça, c'est vraiment moi qui l'ai mis en place, une initiative que j'ai prise pour les alumni, tu vois, LinkUp. Ils ont un serveur Discord et des canaux WhatsApp et tout au niveau du réseau. Et là, on fait des bootcamps, on fait des webinaires et tout, tu vois. Et il y a 3 événements par semaine en live, en fait, justement pour t'aider à faire ça, tu vois, pour t'aider à mettre ça en place. Et du coup, moi, ce que je dirais, mais en dehors même de LinkUp, tu vois, donc si vous êtes formé chez LinkUp, bah, venez, pour ceux qui n'y sont pas, mais la plupart ils sont dans le Discord et tout, on vous accompagne avec plaisir. Mais sinon, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est entourez-vous d'entrepreneurs, trouvez un réseau, tu vois, Mm. communiquez sur vos pratiques, faites des ateliers de codev, investissez un petit peu là-dedans, franchement. Prenez un bootcamp business, voilà, faites quelque chose, mais restez pas tout seul, tu vois, avec juste votre expertise de coach et à votre activité d'entrepreneur à construire parce que c'est compliqué, parce que voilà, si naturellement ça vous vient pas, enfin, si vous avez pas l'habitude de faire ça, prospecter, c'est compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué en fait, mais c'est souvent perçu comme compliqué et du coup, ça s'improvise pas. Il faut le faire bien pour avoir des résultats rapidement. Et le problème de l'entrepreneuriat, je pense, c'est que ça demande beaucoup de travail, enfin, d'essais, d'erreurs et tout pour apprendre. Et t'as pas forcément le temps, en fait. Donc oui, tu vois, parmi les gens qu'on a formés, moi, je sais, j'en connais beaucoup qui, en fait, en sortie de formation, ont encore 1 an et demi, 2 ans de chômage ou, tu vois, euh, où ils ont, ils ont fait une rupture conventionnelle et du coup, ils ont de quoi avoir venir 2 3 ans, tu vois. Et là, bah, tranquille, ils ont le temps de développer l'activité et tout. Mais il y en a d'autres qui doivent vivre rapidement. Donc, bah, tu vois, il faut directement entrer dans le mindset entrepreneur. Du coup, moi, ce que je fais pour les aider, bah, c'est le bootcamp dont je te parlais, tu vois, qui est gratuit pour les alumni, où bah, je les accompagne. On fait bootcamp LinkedIn, entrepreneuriat, business et tout, tu vois. Et c'est vraiment comme un groupe un peu de codev où, tu vois, on est à plusieurs et on discute de nos canaux d'acquisition, nos stratégies, de tests et tout, tu vois. J'essaie de leur donner aussi des ressources, tu vois, concrètes sur comment prospecter. Avec, bah, tu vois, on a des GPT, notamment, c'est d'écriture de DM, de marketing, tu vois, des trucs GPT pour faire des personas, tu vois, des trucs comme ça. Mm. J'essaie aussi via LinkedIn, gratuitement, bah, pour le plus de monde possible, de donner plein de ressources au max que je peux, tu vois, pour vous aider, enfin, pour aider les coachs en général dans le développement de l'activité. Mais du coup, ouais, mes conseils, c'est entourez-vous, restez pas seul, et entourez-vous d'entrepreneurs, tu vois, qui vont vous aider à développer l'activité, à pas faire les erreurs, tu vois, qu'on fait tous au début, tu vois, à tester 50 000 outils, à galérer, à perdre du temps dans des messages qui marchent pas et tout. Euh, et ensuite, vraiment penser marketing, tu vois, laisser le coaching un instant de côté et penser canal d'acquisition. Ok, faut donc essayer pas de parler à tout le monde, identifier une cible, même si ça peut paraître réducteur et tout, c'est comme ça que ça va marcher, tu vois. Donc identifier des personas, faites-les les plus détaillés possibles, ensuite construisez des messages marketing et ensuite bossez vos strates d'acquisition. Donc ça peut être les réseaux sociaux, évidemment, même si c'est pas forcément le plus rapide, mais ça peut être les réseaux sociaux. Mobilisez votre réseau existant. Vraiment envoyer des messages aux gens que vous connaissez, tu vois, à votre réseau pro. Surtout, et ça c'est un conseil qu'un coach avec qui j'ai déjà il n'y a pas longtemps m'a donné, il m'a dit ce qu'il avait fait en se lançant, et je suis complètement d'accord avec lui, vous arrêtez pas de coacher, quitte à offrir du coaching. Faites du coaching pro bono, allez dans des assos, tu vois, à côté de chez vous, j'en sais rien, en fait, voilà. Faites-le de manière bénévole, du coaching pro bono pour récolter des avis positifs, pour récolter des recos, parce que ça, c'est de l'or, tout ce qui est rassurance, tu vois, tout ce qui est avis client et tout, c'est de l'or quand on vend des services comme ça interpersonnels. Parce que, tu vois, quand tu décides de prendre un coach ou pas, bah, tu as envie qu'il ait de bons avis, tu as envie qu'il soit recommandé. S'il en a pas, bah, ça crée beaucoup de doutes, tu vois. Donc voilà, faut pas hésiter à faire ça. Moi, ce que je recommande, en tout cas, à tous les clients, tu vois, de LinkUp, il y a 4 coachings minimum à faire pendant la formation et je leur dis toujours, récoltez les avis des personnes que vous avez coachées. Même si c'est une formation, c'est pas grave, c'est important. Faites-le. Demandez-leur un avis positif, demandez-leur une vidéo témoignage, ce que vous voulez. Faites en sorte, tu vois, d'avoir des avis pour pas commencer de zéro. Et après, bah, voilà, faites vraiment en sorte de créer des process, tu vois, pour récolter des avis de vos clients, parce que c'est hyper important dans le cadre de ta capacité ensuite à signer, à enregistrer et tout, tu vois. Je me suis un peu perdu dans la réponse, mais je sais pas si j'ai oublié des trucs, mais ça me semble, ouais, pour résumer du coup, pensez marketing, développez des canaux d'acquisition et surtout entourez-vous et parlez à d'autres entrepreneurs pour pas faire trop d'erreurs. Et enfin, essayez de ne pas arrêter de coacher et donc d'offrir du coaching, faites du coaching pro bono, bénévolat et tout, et récolter des avis. Pour résumer ma réponse. Voilà. Yes, carrément. Et totalement d'accord avec toi avec la prof sociale. Pour Mm. moi, tout coaching gratuit doit être clairement dès le début en échange d'un témoignage. Alors si ça se passe bien, hein. Absolument. Mais, Ouais.
que le contrat soit c'est un peu sûr. clair dès le début Mm. là-dessus. Et je voulais rebondir sur... Mince, ma question, elle m'est partie. Elle est partie. Ah si. J'ai beaucoup de personnes qui vont me dire, ah non, mais les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Mm. Pourquoi? Il faut qu'ils travaillent pour que les réseaux sociaux deviennent pour eux, parce que du coup, c'est un incontournable en 2025, ou non, on peut faire sans. Moi, je pense que la question, c'est pas pour toi, mais c'est pour tes clients, en fait. Et donc, la question à se poser, c'est où sont mes clients? Et surtout, la question à se poser, c'est où est-ce que mes clients sont prêts à acheter, en fait. Je sais que je connais beaucoup de coachs, par exemple, qui testent comparativement Insta et LinkedIn. Et ils me disent sur Instagram, j'ai du mal, j'ai vraiment, j'arrive pas à vendre parce que les gens sont pas, enfin, j'en sais, je suis pas expert Insta, tu vois, c'est les retours que j'ai. Ils me disent, les gens sont pas prêts à investir dans des choses aussi chères, en fait, qu'un accompagnement de coaching. Aussi cher dans le sens où tu es sur entre 1000 2000 euros, tu vois, peut-être plus. Sur Insta, tu es prêt à acheter, tu vois, j'ai ce genre de pratique de mon côté, par exemple, un petit cadeau à 50 euros ou une petite salopette de bébé à 20 balles, tu vois. Mm. Mais tu vas pas mettre 2000 euros dans un accompagnement, tu vois. Sur LinkedIn, oui, beaucoup plus. Facebook, je sais pas. Mais voilà, ça dépend vraiment des réseaux. Donc, il faut regarder les habitudes de consommation des gens sur les réseaux, sur un réseau social, parce qu'ils sont pas tous égaux. Il faut regarder où sont tes clients. Et à partir de ça, tu prends ta décision, en fait. Je pense qu'il faut pas prendre la décision en fonction. Bon, évidemment, il y a une partie tu vois, de ce que tu es, de ce avec quoi tu es à l'aise et tout qu'il faut prendre en compte. Mais après, bon, il y a des impératifs aussi. Si tu veux être entrepreneur, il faut vendre. Donc, il faut que tu vendes un moment, quoi. Après, si tu as vraiment un souci, un blocage avec un réseau, bon, il y a d'autres possibilités, tu vois. Mais je pense qu'il faut d'abord penser à tes clients et pas à soi, en fait. Et se dire, voilà, où sont mes clients et où est-ce qu'ils sont prêts à acheter. Et en l'occurrence, bah, je pense que le coaching se vend plutôt pas mal sur LinkedIn pour le coup, parce que c'est une plateforme qui est habituée à ça, qui est déjà une plateforme pro. Donc les gens sont habitués à être démarchés déjà dessus, tu vois, et à avoir des messages de vente. Donc il y a quand même c'est un peu différent, tu vois, que d'autres réseaux où c'est pas forcément le cas, même si je les connais beaucoup moins. Je connais bien LinkedIn, mais les autres réseaux un peu moins. Mais du coup, ouais, je pense que c'est cette question qu'il faut se poser, tu vois. Et du coup, si la réponse est oui, mes clients sont sur LinkedIn et oui, mes clients sont prêts, enfin, ont des habitudes de consommation qui correspondent à mon offre sur LinkedIn, bah, il faut aller sur LinkedIn, les amis, hein. Voilà, à un moment, allez-y et vendez où vous pouvez vendre, mais surtout, vous limitez pas à un seul canal voilà, d'acquisition, un seul canal, pardon, d'acquisition, euh, pour pas être trop dépendant d'une plateforme. Mais je pense que, tu vois, on parlait du bouche à oreille tout à l'heure, il faut le cultiver, donc faut, voilà, c'est ça aussi les recommandations, les avis positifs et tout, tu vois, il faut garder le contact avec ses clients, leur dire de vous recommander si vous le pouvez, sans passer pour un forceur, mais dans le maximum de vos capacités, et activer votre réseau pro, voilà, et démarcher des boîtes, démarcher des gens, etc. Aller dans des salons, tu vois, voilà. C'est tout un monde que je connais pas trop, hein, parce que je le fais pas trop du coup. Mais ouais, ça c'est tout ce qui est entrepreneuriat, tu vois, et développement d'activité. Donc, aller dans des salons, rencontrer d'autres entrepreneurs qui vont éventuellement vous prester, c'est ça la réalité, tu vois, du marché. Et donc, il ne faut pas se contenter d'un seul canal, mais voilà, les réseaux sociaux, si vos clients y sont et qu'ils sont prêts à acheter ce que vous vendez, ou qu'ils achètent, enfin, qu'ils achètent des choses similaires à ce que vous vendez sur ces réseaux-là, allez-y. Je pense qu'à un moment, il faut se faire un peu violence, tu vois, et le faire. Et après, il y a des méthodes de prospection qui font que c'est pas forcément se prendre des vents H24, prospecter. Donc, et c'est pas la fin du monde de toute façon. Voilà. Donc, il faut le faire. Il faut prospecter surtout. Et surtout, si vous allez sur LinkedIn, ça, franchement, je le dirai jamais assez. Publier du contenu, c'est bien. Mais publier du contenu, ça met du temps avant de trouver des résultats. Moi, sur toutes les personnes que j'accompagnais, là, il y en a pas mal, tu vois, de Link Up, les alumni, à développer une présence LinkedIn. Les premiers résultats, ils arrivent vers 8 9 mois, tu vois. Mm. Mais sur l'organique, en fait. Parce qu'ils font pas forcément beaucoup de prospection. Si souvent je dis faites de la prospection s'il vous plaît, mais c'est pas souvent- mais ça, petit à petit ça se met en place. Mais tu vois, c'est 8 9 mois, donc il faut voilà, garde en tête que si vous publiez sur les réseaux, ça prend du temps parce que bah, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Il faut recruter une audience, donc il faut que les gens voient que vous existiez, qu'ils s'intéressent à ce que vous dites. Deuxièmement, il faut que vous les éduquiez entre guillemets, donc on appelle ça la qualification marketing. Il faut que vous qualifier la cible en disant bah voilà le problème que tu peux éventuellement avoir et voilà comment éventuellement tu peux le résoudre. Et troisièmement, il faut qu'il soit du coup recruté et qualifié avant d'envisager éventuellement de faire un call avec vous et éventuellement de vous donner 1000 euros, quoi, tu vois, voire plus. Donc, Mm. donc il y a tout ça à faire et c'est très long. Donc, gardez ça en tête, c'est pas, voilà, faut pas se décourager et il faut faire des stratégies comme ça. Faut cumuler les stratégies. Court terme, c'est de la prospection directe. Moyen terme, c'est de l'organique, donc produire du contenu, etc. Et voilà, long terme après ça, on s'en fiche. Mais voilà pour ce que je peux recommander sur les réseaux. Yes, et moi, je suis comme toi, je suis une pro LinkedIn.
Je sais qu'il y a gros débat, hein. Et les coachs en général préfèrent tous Instagram parce que c'est moins Mhm. professionnel, plus cool, etc. Mais je pense alors sociologiquement, c'est un fait. Mhm. Sur LinkedIn, il y a une majorité de cadres sup qui ont un plus gros salaire. Ah bah oui, Sur ouais. Instagram, qui va brasser toute la France, du plus petit qui a 18 ans jusqu'au plus grand qui a 65 ans. Euh, et du coup, en proportion, sur LinkedIn, tu touches beaucoup plus de monde qui ont un gros portefeuille que sur Instagram. Et la Mhm. concurrence aussi est beaucoup plus facile sur LinkedIn que sur Instagram. Aujourd'hui, tellement tout le monde est sur Instagram que sortir du lot est ultra compliqué parce que tout le monde publie. Mhm. Alors sur LinkedIn, j'ai plus la stat, mais je crois qu'on est toujours autour des 5-10% des Ou même personnes moins, qui je crois, hein. publient. Ouais, Mais c'est c'est en dessous ça. de 5, je crois. Mhm. On n'est pas encore beaucoup de personnes qui publient sur LinkedIn. Du coup, bah, si toi, tu publies et régulièrement, et comme tu dis, tu tiens sur la durée au bout de 8-9 mois, bah, direct, tu sors du lot et tu prends ton marché, quoi. Complètement, complètement. Si, encore une fois, tu vois, tu articules ça avec des strates de prospection active. C'est toujours ce que je dis, Oui. tu vois, le passif, l'inbound, c'est bien. Mais ça doit être revu comme un support à l'outbound, donc à la prospection active. Tu vois, voilà. En gros, si tu vas parler à quelqu'un et qu'il arrive sur ton profil, t'as pas de photo de profil, t'as pas de bannière, t'as rien publié, tu vas, il va se dire bah, c'est un scam, c'est qui cette personne, tu vois. Si à Oui. l'inverse, la personne vient vers toi et que tu publies tous les jours un truc hyper intéressant sur ses problèmes, il va se dire ok, enfin déjà, il va considérer ton message et se dire ok, ça peut être intéressant. Je dis pas qu'il va acheter, tu vois, mais Mm. voilà, c'est comme, tu vois, c'est beaucoup mieux qu'avoir un site internet ou un blog en vrai, tu vois. Ça, je dis, il y a beaucoup de coachs qui se lancent, tu vois, franchement, et c'est un autre conseil pour les coachs qui se lancent du coup. J'en vois beaucoup qui me disent ah bah vas-y, j'ai réservé dans mon business plan 2000 € pour faire mon site internet et tout, mais ça va pas ou quoi? Vous êtes fous? Ne faites surtout pas ça. Investissez cet argent ailleurs, faites autre chose, achetez un bootcamp business ou ce que vous voulez, tu vois, il y a plein de possibilités. Mais un site internet n'a aucune utilité, je pense, en lancement d'activité, ça ne sert à rien. Éventuellement, fais ta page de vente, tu vois, avec un Tally ou avec Webflow ou ce que tu veux. Mais LinkedIn, c'est largement suffisant pour avoir du contenu, et du contenu chaud et une visibilité, c'est bien mieux. Après, encore une fois, attention, ça dépend de ta cible du tout. Si ta cible veut que tu aies un site internet, bon, bah, fais un site internet, mais je vois pas trop l'intérêt d'investir autant sur un site, surtout il y a des possibilités gratuites aujourd'hui, tu vois. Donc, franchement, ouais. Voilà, Alors, n'investissez pas d'argent dans les sites internet. Ouais, dis-moi, pardon. ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Faites vraiment une page toute simple sur Notion, Mhm. Word même, sur système.io, bref, n'importe quoi. Ouais, ouais, complètement. Parce que enfin, votre site internet, les gens iront dessus parce qu'ils vous auront connu et ils ont tapé votre nom, prénom. Donc, si personne connaît votre nom, votre prénom, personne ne va le taper. Donc, de C'est base, ça. un profil LinkedIn même suffit, quoi. Non, complètement. Et même, tu vois, même sur une logique où tu veux ranker sur, tu vois, sur des mots-clés sur Google, enfin là, tu vois, tu parlais de la concurrence sur Instagram, mais vas-y, laisse tomber si tu veux ranker en organique sur Google en tant que coach indépendant et tout, c'est C'est fini. ça. Oui, tu vas peut-être le faire un peu en local, par-ci, par-là, tu vois, mais c'est pas du tout un canal d'acquisition que je recommande, en tout cas à ce stade, tu vois. Non. Ça, c'est sûr. Sinon, il faut avoir le budget pour faire de la pub, quoi. Ouais, non, c'est super cher. Donc, faut pas faire ça. Ça, c'est clair. C'est clair. Super. Je vois le temps qui défile, Théophile. C'était passionnant, toute cette discussion sur le marché du coaching et son évolution. Les épisodes de podcast finissent toujours par une question de coaching que nos auditeurs vont se poser en marchant, Hmm. avec une petite musique. Euh, Aujourd'hui, quelle est pour toi, soit une question qui t'aide, toi, à remettre plus de sens et d'alignement dans ta vie, et que du coup, tu pourrais poser à ceux qui nous écoutent, ou une question comme ça que tu adores à poser au coach. Waouh, c'est une colle ça. Attends, je vais réfléchir. Donc une Vas-y. question que j'utilise pour moi, pour mon développement, tu vois, Ouais, au fur et à mesure du je temps, sais quoi. pas moi, de quoi tu as peur et va là-dedans, tu vois, Ah une ouais, ouais, question c'est et une que bonne du question coup, ça. C'est une bonne les coachs question. vont pouvoir se poser. Ah, je saurais pas comment te répondre. Attends, je réfléchis pour voir quel type de question je me suis posé. Je me pose souvent la question. Après, je saurais pas comment te le formuler en question, tu vois, concrètement. Mais j'ai tendance à être très autoréflexif, peut-être un peu trop parfois, tu vois. Donc, faut faire attention à ça pour pas ruminer et tout, ça c'est d'autres problèmes. C'est le problème d'être trop autoréflexif. Mais je me pose souvent la question bah, de la conséquence, tu vois, de mes actions. Est-ce que ça va être positif, est-ce que ça va être négatif? Donc, tu vois, c'est concrètement, bah voilà, si je fais ça, bah, qu'est-ce que ça va donner, tu vois, derrière? Et donc, ça, c'est vraiment en termes de prise de décision. Et pour autant, tu vois, j'essaie justement d'agir, en fait. En fait, j'essaie de réfréner ça, tu vois, en me posant la question, bah, voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de trop réfléchir pour faire cette action? Et en fait, en gros, si j'arrive à voir que les conséquences
seront pas forcément, enfin pas catastrophiques, je peux enlever le catastrophique, tu vois, de l'équation, ça me permet de prendre une décision plus facilement, en fait, tu vois, et de me dire, ok, bah, je suis dans quel, tu vois, je suis dans quel cadre d'action, en fait. Et je me pose souvent cette question, là, c'est vraiment sur la partie business, tu vois. Très souvent, je me dis, bah, tu vois, un investissement, par exemple, bah, combien il me coûte? Ok, est-ce que je peux perdre 5 000 € là? Ouais, ok, c'est bon, vas-y, bah, j'agis, qu'importe le résultat, tu vois. Et du coup, ça me permet aussi et cette gestion, tu vois, des conséquences, euh, donc coût à vente, coût bénéfice, quoi, tu vois, que je me pose vraiment, bah, enfin, presque naturellement, tu vois, dès que je prends une décision, ça nous permet, en tout cas, je pense, en tant qu'entreprise, tu vois, de constamment innover, de constamment tester et de pas se reposer sur nos acquis, tu vois. Donc, une bonne question à se poser, je pense, quand on prend une décision, c'est coût-bénéfice et surtout de faire en sorte que ça ne devienne pas freinant pour vous, tu vois. Donc, il faut bien réfléchir, tu vois, à des cadres, en fait, de prise de risque acceptables et voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais. Et après, bah, sinon, classiquement, de manière individuelle, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, tu vois, ce genre de choses, quoi, tu vois, voilà. Ok. C'est nul comme question, ouais. C'est Non, un peu moi j'aime beaucoup parce la que j'ai question. en tête au quotidien, quoi. Ouais. J'aime beaucoup la question. Quel est le rapport coût-bénéfice de ma Mhm. décision? Et comme tu dis, bah, s'il est bon, go quoi. On arrête de se poser des questions. Mhm. Mais même s'il est mauvais, c'est ça qui est important pour moi, tu vois. Même s'il est, enfin, tu vois, même s'il y a quand même un risque, tant qu'il est acceptable, tu Catastrophique. vois, c'est OK. Franchement, c'est pas très grave, tu vois. Donc, et après, il faut aussi il faut faire en sorte de pouvoir encaisser le risque et les conséquences du risque, et donc même financièrement et tout, tu vois. Donc, voilà, moi, je recommande dans l'entrepreneuriat toujours de faire en sorte de garder cette capacité, tu vois, de pouvoir investir, de pouvoir perdre un petit peu, en fait. Donc, ça veut dire pas tout cramer, en fait. Voilà. Cramez pas tout votre argent et gardez-en une partie pour avoir pour pouvoir tester, etc., et pour pouvoir investir. C'est hyper important de réinvestir dans son activité. Donc, voilà, Ouais. si je pouvais donner cette question-là. Mm. Excellent, excellent conseil pour cette notion de ne pas tout cramer. Je sais que moi, on m'avait donné un conseil que j'essaye de suivre au maximum. Toujours Mm. avoir 3 à 6 mois de trésorerie. Comme ça, tu peux Ouais, bah ouais, complètement, euh, complètement. Exactement, exactement. Ça et veut il y dire a que un tu mois peux qui se tester un passe nouveau mal. canal, tu vois. Et même, tu vois, ça te permet aussi de pas être trop dépendant, tu vois, d'un truc et te dire, ouais, si je change un truc, ça va être la catastrophe, tu vois. Voilà. Mm. Et ça, c'est embêtant. Ouais. C'est sûr que ouais, si tu changes de canal d'acquisition d'un jour à l'autre, tu vois, bah, ça va pas avoir d'énormes conséquences. Et donc, si tu as 6 mois pour voir devant, tu es tranquille et tu peux tester et éventuellement tu vois, te développer plus tranquillement, quoi. Voilà. Donc, c'est Mm. fondamental. Je suis d'accord. Carrément. C'est clair. Super. Eh bien, un grand merci à toi, Théophile, pour cet échange. Pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux ou te retrouver, du coup, je suppose que c'est sur LinkedIn. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Même si, franchement, la messagerie LinkedIn, faites un truc, les amis de LinkedIn. Parce que moi, je veux bien les petites fonctionnalités, voir les vues des commentaires et tout, mais ce serait bien qu'ils fassent des core features, tu vois, un jour. Là, j'en peux plus, moi. Mais ouais, ouais, non, c'est sur LinkedIn, en DM LinkedIn, n'hésitez pas, et voilà. N'hésitez pas à me relancer si jamais j'ai pas répondu, désolé, parce que parfois, du coup, je perds des messages, parce que, bref, c'est pas hyper facile à gérer, mais n'hésitez pas. Et voilà, bah, merci beaucoup pour l'invitation, Alexandra, c'était un plaisir en tout cas. C'était cool, et à la prochaine, Ouais. j'imagine. À la prochaine, Théophile. Ciao. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching écoutée en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Théophile qui te pose cette question. Quel est le ratio coût-bénéfice de cette décision que tu hésites à prendre ?